Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, Yann et moi-même, nous avions envie de vous parler de deux notions dont on entend beaucoup parler dans les milieux dits spirituels, que sont le mental et l'ego. On peut peut-être commencer par le mental. Qu'est-ce que tu en penses, Yann ? La question du mental est une question très importante parce qu'elle génère beaucoup de confusion, de malentendus. Bon, j'ai pu observer dans les stages que j'anime qu'à chaque fois que quelqu'un commence à penser, commence à réfléchir, il se dit « Ah là là, il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je réfléchisse, il ne faut pas que je sois dans le mental ». Ce qui est complètement absurde parce que si on ne pense pas, si on ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'on est ? On a absolument besoin de penser et de réfléchir. Donc l'idée selon laquelle le mental serait un ennemi à combattre est totalement contre-productive. On pourrait même dire que c'est une forme de sabotage. Et pire que ça, j'ai observé dans certains stages que lorsque les gens ont un message de leur intuition, qui s'exprime avec des mots, des pensées, des idées, très souvent ils disent « Ah non, mais c'est mental ». Il y a l'idée que le mot, le verbal, c'est mental. Donc du coup ils sont amenés à se couper non seulement de leur pensée, de leur intellect, mais pire, de leur intuition. Donc c'est un complet malentendu qui a des effets tout à fait négatifs. Et je voudrais ajouter que la diabolisation du mental, quand on l'associe à l'intellect, est la diabolisation de la pensée. Or c'est le propre des régimes totalitaires que d'interdire de penser librement. Donc là, il y a vraiment un problème assez grave, me semble-t-il, dans le milieu spirituel, qui constitue une confusion. Qu'en penses-tu, Elfie ? Quel est ton vécu à cet égard ? Mon vécu par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé à m'ouvrir à ma spiritualité, je me suis mise à écouter ceux qui avaient l'air de s'y connaître à ce sujet. Et ce qui revenait absolument tout le temps, c'était ce problème avec le mental. Donc personne n'était vraiment capable de m'expliquer concrètement ce que c'était que ce mental, mais apparemment c'était ce qui était à l'origine de toutes mes pensées inadaptées, et ça constituait vraiment un problème, un frein à mon évolution. Donc je me suis mise, comme tout le monde, je dirais, en bonne élève bien disciplinée, à combattre mes pensées, ou tout du moins à ne pas les écouter. Et puis ça a duré un petit moment comme ça, mais bon, je suis quelqu'un d'assez têtu, donc au final j'ai quand même continué à réfléchir pour me rendre compte qu'il y avait quelque chose là qui allait pas, qui sonnait vraiment faux, quoi. C'est-à-dire que ce que j'entendais souvent, c'était l'expression consacrée, soit tu es dans le mental, soit tu es dans le cœur. C'est-à-dire c'est vraiment choisis ton camp, camarade. Et bon, ce dont je m'apercevais, ce que je ressentais moi personnellement dans mon expérience, c'est que si j'étais comme ça dans une exclusion de moi-même, c'est-à-dire je rejetais complètement cette part mentale, entre guillemets, j'étais donc en guerre contre moi-même et je ne pouvais pas être intègre, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Alors que c'est dans cette intégrité, dans cette acceptation de ce que je suis totalement, que je pouvais contacter à certains moments ce qu'on appelle véritablement le cœur. En tout cas, moi, ce que je sentais être mon cœur. Et ce que je voyais, c'était que, je sais pas, cette opposition me paraissait au final complètement absurde. Et je veux dire, ça se voit énormément. C'est-à-dire que quand j'étais coupée donc de cette partie du mental, j'étais pas vraiment dans le cœur. J'étais dans ce qu'on peut appeler un faux cœur, ce qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire une espèce de posture extrêmement mielleuse, en fait assez niaise, puisque par définition on arrête de penser, de réfléchir, ça donne quelque chose surtout de très faux, quoi. Ça se sent, c'est très perceptible, tout le monde a déjà vu ça, quoi, quelque chose de très en surface, et donc bon voilà, moi je sentais vraiment dans mon fort intérieur que c'était tout à fait la démarche inverse qu'il me fallait faire, c'est-à-dire plutôt que d'exclure une part de moi, au contraire d'essayer de l'inclure et de m'ouvrir un maximum, d'essayer de comprendre, de me connaître davantage pour pouvoir avancer, évoluer, quoi. Et donc, quand on parle du mental, en fait, on parle de quoi ? Oui, de quoi parle-t-on quand on parle du mental ? C'est toute la question, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Exclure une part de soi,
c'est une amputation de soi-même. À partir du moment où on se dit je ne dois pas être dans ceci, je ne dois pas être dans cela, on crée un mécanisme psychique de censure, d'autocensure, d'interdit. Et c'est une forme d'autosabotage. Et ça, ce problème dans les milieux spirituels de ce que j'appellerais la doctrine ou l'idéologie du non-mental, ça vient d'un problème de traduction en fait. Je crois que tout le monde fait ça de bonne foi et voulant bien faire. Et donc il faut revenir à l'origine de cet interdit. Ça vient de l'hindouisme, ça vient du bouddhisme, ça vient surtout de l'hindouisme, ça vient des enseignements orientaux de méditation. Et en fait, c'est une mauvaise traduction. Les maîtres indiens parlent de mind, no mind, donc no mental, et en fait ça vient du sanskrit manas. Et le manas sanskrit correspond à ce qu'on appelle le mental conditionné. Conditionné par quoi ? Par les émotions et par le conformisme social. Donc c'est un esprit, un mental qui fonctionne mal, qui fonctionne de manière mécanique, conditionné par un certain nombre de réflexes, soit idéologiques, soit émotionnels. C'est également ce qu'on appelle les croyances. Mais en sanskrit, ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un deuxième mot pour dire mental qui est vijnana. En fait, il y a deux mentals. Ce qu'on appelle le mental inférieur, qui est le mental émotionnel ou idéologique, et le mental supérieur, qui est spirituel, qui est intuitif, qui est une vision de l'ordre de la vision, de la compréhension immédiate et intuitive des phénomènes, et qui est à développer. Donc en fait, quand on comprend ce qui est avéré dans toutes les traditions spirituelles, qu'il y a deux mentales, mental inférieur et mental supérieur, diaboliser le mental, c'est aussi se couper du mental supérieur. Donc c'est absurde et c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, le problème n'est pas tant le mental. Je ferai remarquer d'ailleurs que autant le mental c'est le monstre absolu, le diable pour les spirituels, autant le mental est valorisé pour les sportifs. Pour les sportifs, c'est important le mental. Ils cherchent à développer le mental. Bon, donc c'est vraiment un problème de mots. C'est un malentendu complet. Et alors, le problème du mental conditionné, c'est-à-dire du mental idéologique ou émotionnel, qu'on appelle manas, c'est les émotions précisément. Par exemple, une pensée, un mode de pensée haineux vient de la haine. Le problème n'est pas la pensée, le problème est la haine. Et on se trompe en fait, il y a une erreur de diagnostic. C'est-à-dire qu'on croit que le problème est dans la pensée, et donc on censure la pensée, alors que le problème est dans l'émotion. Et donc dans ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, si on s'aperçoit qu'on a des pensées basées sur la peur, la tristesse, la dépression, la colère, la culpabilité, eh bien il faut descendre, si je puis dire, il faut descendre dans le ressenti, se rendre compte de l'état émotionnel qui est sous-jacent à ces pensées inappropriées, transmuter ces émotions, bon, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, et alors la pensée devient claire. Moi, j'avais également ce problème, disons, du mental, quand j'étais adolescent, où je pensais pendant des heures de manière obsessionnelle et répétitive. Et ça servait à rien, c'était parfaitement pathologique. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des psychothérapies, à partir du moment où j'ai commencé à vivre mes émotions, il y a eu un changement au plan émotionnel, j'étais plus cool au plan émotionnel, mais surtout au plan mental, précisément. C'est-à-dire que mes pensées ont cessé d'être émotionnelles. Ça a eu deux conséquences, mes pensées étaient beaucoup plus claires, calmes, précises, lucides, objectives, et j'arrêtais de penser quand ce n'était pas nécessaire. J'ai eu des pensées à certains moments, et également des états sans pensée, des états d'expansion de conscience, des états de sentiments, de ressentis, et donc il y a eu un changement, mais ce changement n'a pas passé par un interdit du mental, ce que j'appelle une guerre contre soi, qui est tout à fait contre-productive, mais par un apaisement des émotions, quoi. Donc pour moi, le problème du mental inférieur, du mental émotionnel, est l'émotion, est l'inconscient émotionnel. Donc si on transmute ces émotions, si on vit ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, à ce moment-là, les pensées deviennent parfaitement claires. Voilà. Bon, c'est à peu près ce qu'on voulait dire, me semble-t-il, sur la question du mental. Et maintenant, je te laisse le soin d'aborder la question de l'ego. De la même manière, un peu que pour le mental, on m'avait présenté les choses de telle manière que j'avais vraiment l'impression
d'avoir quelque chose en moi qui allait pas, dont il fallait que je me méfie, auquel il fallait que je m'oppose, c'était donc mon ego. Sans d'ailleurs précisément comprendre de quoi il s'agissait, ni comment faire par rapport à toutes ces parts immatures de mon être. Et donc je me suis mis à rejeter cette part-là, quoi, à la mettre vraiment le plus loin possible de moi. Donc ça crée à nouveau une sorte de division intérieure, ça crée beaucoup de souffrance. Et le problème avec spécifiquement le non-ego, ça a été qu'à beaucoup de moments, j'osais pas m'affirmer, dire certaines choses, alors que je sentais dans le fond que c'était juste. Par exemple, dans certains groupes, certains mouvements idéologiques ou sectaires, il m'est arrivé plusieurs fois de sentir, de voir des comportements dont je trouvais que c'était irrespectueux pour certains êtres, ou je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui sonnait faux, avec lequel j'étais profondément en désaccord. Et quand j'exprimais en fait ce désaccord et mon point de vue, l'argument qui m'était toujours retourné, c'est donc ah oui, mais là, Elfie, arrête, tu es dans l'ego. Et donc au départ, c'est vrai que je me suis beaucoup culpabilisée avec ça et j'osais plus du tout m'affirmer ni m'écouter parce que j'avais peur de manquer d'humilité, j'avais peur d'être identifiée à ces parts immatures de mon être, je savais pas trop comment faire avec ça. Voilà, alors que comme pour le mental, c'est ce qu'on disait, c'est jamais bénéfique ni utile d'exclure une part de soi, mais qu'au contraire, l'ego il a certainement, enfin c'est sûr, besoin qu'on l'accueille et qu'on l'aime. Je sais pas ce que tu en penses, Yann. Je crois qu'il faudrait préciser ce que c'est que l'ego. L'ego, c'est un mot qui vient du latin ego, qui signifie moi. Et en fait, qui a parlé, en tout cas dans le domaine spirituel, qui parle d'ego, les maîtres indiens de méditation pour l'essentiel. Et en fait, l'ego existe. L'ego est effectivement un problème, mais un problème sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de l'illumination. C'est-à-dire que le problème, c'est quand on se prend pour son ego, c'est-à-dire pour un moi limité. Et en expérience d'éveil, en expérience d'expansion de conscience, on s'aperçoit que l'ego n'existe plus, parce que le moi a disparu. Le sentiment du moi limité et différencié a disparu, et on a le sentiment d'être un avec le tout, d'être fusionné avec l'univers entier, avec la source même. Mais en dehors d'une perspective d'éveil, d'expansion de conscience, d'illumination, lutter contre son ego n'a aucun sens. Réellement aucun sens. Et ça maintient, comme tu le disais, dans une espèce de combat contre soi, qui est une forme d'auto-sabotage, d'auto-culpabilisation, qui est tout à fait contre-productive et qui amène à constamment, c'est ce qu'on voit dans le milieu spirituel, s'auto-culpabiliser. Ah, c'est mon ego, j'ai osé dire ça, c'est mon ego. C'est complètement ridicule. Franchement, ça n'a aucun sens. Et c'est d'autant plus ridicule que qui combat l'ego, si ce n'est l'ego. C'est-à-dire un personnage intérieur qui voudrait être parfait, qui voudrait être conforme, qui en fait se contrôle et crée un personnage fictif, pour le coup complètement égotique. C'est-à-dire que combattre son ego renforce son ego. Et si on veut réellement dépasser le stade de l'ego, comme tu disais, c'est-à-dire un état d'immaturité ou d'égocentrisme ou d'égotisme, eh bien il faut aimer son ego. Parce que l'ego est une part de soi. C'est pour ça que dans la vidéo, on l'appelle chérir son ego. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que l'ego, on pourrait le synthétiser par l'enfant intérieur. L'enfant intérieur blessé, une part de soi qui est blessée et qui prend toute la place. Par exemple, les gens qui manquent de confiance en eux friment, sont prétentieux, jouent un personnage parce qu'ils manquent de confiance en eux. Voilà un comportement tout à fait égotique. Et donc, plus ils se combattent, plus ils manquent de confiance en eux, et donc plus ils vont être prétentieux, frimeurs et égotiques. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire remonter à la source du problème, c'est-à-dire au manque de confiance en soi. Si l'ego est l'enfant intérieur blessé, il faut au contraire aimer son enfant, et non pas le violenter. Et donc, c'est ce que j'appelle l'amour de soi, et l'écologie intérieure, c'est-à-dire se réconcilier à tous les aspects de soi. Dans les faits, si on commence à s'aimer, à s'apprécier, à se donner de la valeur, alors c'est vraiment un phénomène de floraison. Comme disent les Tibétains, salut aux joyeux dans le lotus, c'est comme un lotus qui s'ouvre. Si on commence
à être attentionné envers soi, si on commence à s'aimer vraiment et à s'apprécier, à avoir de l'amitié pour soi, à ce moment-là, au lieu de lutter contre soi, on va avoir de plus en plus confiance en soi, on va être de moins en moins prétentieux, de plus en plus simple et de moins en moins égotique. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego, en s'ouvrant, en se développant, en se magnifiant, va se dissoudre et devenir le soi. Donc je propose exactement l'inverse. Je propose d'aimer son ego, de développer son ego, parce que ça signifie développer tous les aspects de soi, développer son intellect, développer ses sentiments, développer sa sexualité, sa sensualité, son énergie. C'est ce que j'appelle l'écologie intérieure. Optimiser, magnifier tous les aspects de soi. Et à ce moment-là, l'ego devient quelque chose de grandiose, de magnifique, de souverain, de merveilleux, de magique, de spirituel. Au lieu que ce soit cette espèce de caricature qui consiste à jouer un personnage parfait, qui n'est que grotesque, parce que ça ne vient pas de soi. C'est se conformer à un modèle, c'est jouer un jeu. Et donc en revanche, dans cette optique que j'appelle la spiritualité spontanée, ou l'écologie intérieure, on s'autorise à développer tous les aspects de soi. Et ça dessine une autre forme de spiritualité dont je te laisse parler, ma chère Elfie, pour conclure. Je crois qu'en effet, il serait plus qu'utile et pertinent de développer une nouvelle approche de la spiritualité qui soit vraiment une approche d'ouverture, une approche d'amour de soi et d'écoute, qui soit plus quelque chose de mortifère comme ça, qui soit plus une lutte, un combat contre soi dont on voit que ça fonctionne absolument pas, quoi, et que ça ne fait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Je crois qu'aujourd'hui on est beaucoup à avoir envie de se tourner vers une approche plus féminine, plus profonde, plus douce, je dirais tout simplement qui va dans le sens de la vie, dans ce qu'elle a de beau, dans ce qu'elle a de spontané, dans ce qu'elle a de juste, de vrai, de simple aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir oser affirmer cette envie et surtout oser la vivre ensemble, quoi. Voilà.